Merci pour cette invitation. En préambule, je voulais vous dire deux, trois choses. Je suis filmé, donc je suis obligé de rester immobile. D'habitude, je me balade, je monte les escaliers, les emmarchements, je descends, je tourne autour du podium. Là, je vais essayer de rester plus ou moins fixe. Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est que je n'ai pas connu Livio Vacchini. Je l'ai entrecroisé quelques mois avant qu'il ne décède. J'ai échangé rapidement avec lui. Je l'avais invité parce qu'à l'époque, je m'occupais d'un 3e cycle sur l'architecture et la santé à l'université de Genève, à l'école d'architecture, à la feu école d'architecture qui n'existe plus aujourd'hui, dans laquelle enseignait également Joe Abraham à l'époque. Il était venu présenter un de ses bâtiments, l'hôpital de Bâle, qu'il avait réalisé avec Sylvia Kmür, que vous connaissez. Donc, je n'ai pas connu directement Vacchini, et il se trouve qu'il y a effectivement, il y a une dizaine d'années, la directrice du centre de recherche de l'Accademia de Mendrisio, qui s'appelle l'Archivio del Moderno, m'a demandé si j'étais intéressé à écrire une sorte de biographie intellectuelle de Livio, en partant des archives déposées précisément dans cet archivio qui est un centre de recherche, mais qui est aussi un centre d'archivage de nombreux architectes, non seulement suisses, mais aussi étrangers, en particulier milanais, italiens. D'ailleurs, c'est un centre de recherche qui publie, donc ce livre aussi est publié et coédité par Cariatide et par Mendrisio Academy Press. Donc, ils m'ont demandé si j'étais intéressé à travailler sur ces archives pour voir si quelque chose, si une hypothèse nouvelle pouvait émerger concernant à la fois la pensée de Livio Vacchini et la pensée qui sous-tend son architecture et aussi son œuvre reconstruite. En fait, j'ai mis très longtemps à écrire ce livre parce que c'était une entreprise relativement complexe et compliquée. Je suis italo-suisse, mais je connais pas forcément très bien le Tessin. Et donc, pendant des années, j'ai interviewé nombreux des architectes et des collègues, des amis, avec lesquels il polémiquait volontiers, qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui ont travaillé avec lui aussi. Je les ai interviewés pour comprendre un peu quelle était la démarche de cet architecte, sa façon de penser l'architecture, finalement sa posture comme architecte, et sa façon de penser, c'est-à-dire plus largement comment finalement un projet, une idée originelle, initiale, se développe progressivement, quels sont les chemins de traverse que prend Livio Vacchini au cours du processus de projetation. Tout ça m'a permis effectivement de rentrer dans, en quelque sorte, cette pensée paradoxale et complexe, tout le titre du livre et de la conférence d'aujourd'hui. Un homme et un architecte qui n'est jamais là où on l'attend. Et c'est ça qui m'intéressait finalement de cet artiste et de cet intellectuel. C'était un intellectuel qui connaissait très bien ses classiques, même s'il en parlait peu, même s'il parlait pas, même s'il n'enseignait pas. D'ailleurs, il voulait pas enseigner. Il a enseigné une année à l'école de Zurich. Ça s'est tellement mal passé qu'il a jamais pu renseigner. Ensuite, on lui a proposé d'enseigner à l'école de Mendrisio lorsqu'elle a ouvert. Il n'a pas voulu enseigner non plus. C'est un homme qui est extrêmement distant vis-à-vis de la transmission du savoir. Et cette distance, au fait, est à la mesure de l'énigme. Vacchini, je n'aimerais pas lever cette énigme parce que c'est impossible, et vous montrer qu'en fait, la pensée de Vacchini est plus énigmatique qu'elle n'y paraît, plus complexe qu'elle n'y paraît, plus problématique qu'elle n'y paraît, et que derrière, finalement, une architecture qui pourrait paraître le résultat ou la transcription matérielle de notions, d'idées à la fois constructives et formelles extrêmement claires,
en réalité, il y a une très grande complexité dans ces projets qui se prêtent finalement à différents niveaux de lecture et d'interprétation. Lorsque le graphiste, en l'occurrence Clément Le Tull-Neyret, m'a fait parler du projet de livre pour ensuite réaliser cette couverture, au fait, ce que j'ai dit au graphiste, c'est que finalement, la pensée de Vakin se construit par strates successives. Et c'est ce que essaye d'illustrer en quelque sorte voilà, ce jeu sur le nom, la décomposition du nom de Vakin, par strates successives qui ne sont pas coïncidentes, qui parfois même entrent en contradiction les unes avec les autres, pour à la fin arriver à un objet qui, soi-disant, ou en apparence, ou de prime abord, est cohérent, et qui en réalité conserve à l'intérieur toutes ces incohérences, ces contradictions qui font finalement l'intérêt et la richesse de tout objet architectural. Autre chose qu'il est important de comprendre, c'est que Vakin a vécu un moment très particulier, dans un environnement culturel très particulier, qui est celui des années d'après-guerre en Suisse, en particulier au Tessin, et que le Tessin était une région reculée à l'époque, on parle des années 50, 60, 70, une région reculée, dans laquelle une bande d'architectes trentenaires, parfois même plus jeunes, parce que Mario Botta à l'époque avait 20 ans, même pas, au fait, ont essayé d'inculquer dans cette région un peu rétrograde dans son mode de fonctionnement une culture du projet architectural qui a fait des émules, évidemment, et qui visait en quelque sorte à éduquer le politique, donc celui qui doit prendre des décisions, la sphère politique, à éduquer cette sphère politique pour l'amener à mener des réformes à la fois urbaines et à penser différemment le territoire. Le territoire, le mot territoire est un terme qui revient souvent dans la culture tessinoise. Qu'est-ce qu'on fait de ce territoire? Et finalement, ces objets d'architecture sont des lectures du territoire. Ça, c'est très important de comprendre que ces architectes tessinois pensaient que l'objet architectural n'est pas simplement un objet posé de façon plus ou moins, pertinemment posé sur un territoire, mais que l'objet interprète le territoire et entretient un rapport qu'on pourrait dire dialogique avec ce territoire. C'est-à-dire qu'à la fois, il se nourrit de ce territoire. Ce territoire, c'est un vécu. Ce territoire est un territoire donc extrêmement phénoménologique en quelque sorte, mais c'est un territoire aussi imaginé, pensé à travers même des représentations formelles abstraites, d'accord? Et donc, les bâtiments de cette école tessinoise, on parle d'école tessinoise, alors que moi, je parlerais plutôt d'un laboratoire du Tessin, parce qu'en fait, ces gens n'appartenaient pas à la même école de pensée. Il y avait des interactions entre eux, mais en même temps, ils n'étaient pas d'accord sur tout. Ils avaient des points de vue, des postures relativement différentes, hétérogènes, mais tous pensaient qu'effectivement, l'objet architectural permettait de, en quelque sorte, transformer le territoire, lui donner et permettait à ce que ce territoire soit vu différemment une fois que l'objet était construit. Donc l'objet architectural sert à interpréter ce territoire et à le réorienter ou à l'intentionnaliser, si vous voulez, de façon nouvelle. Je vais vous montrer quelques images pour commencer. Ici, la palestre de l'Ozone, que vous connaissez, construite dans le cadre d'un concours d'architecture. C'était une salle de gymnastique à destination de l'armée suisse. Parce que vous savez que nous avons une armée de milices en Suisse, c'est-à-dire que tous les jeunes Suisses, à un certain moment, font l'armée. Deux images qui parlent de deux
situations différentes. Deux autres images qui parlent différemment de ce projet de la Poste, de Locarno, un objet emblématique, problématique, difficile, complexe. Des images du fameux Lido de Ascona, une sorte de curseur posé sur un pré face au lac que l'on traverse pour aller vers les bains, enfin, vers la baignade. Et ensuite, last but not least, la fameuse maison Vacchini, que Vacchini construisit à un certain moment de sa vie, où en fait il n'avait pas de travail, il était sous-occupé. Et c'est peut-être l'œuvre la plus dense intellectuellement qu'il n'ait en fait jamais réalisée. Comme quoi, quand vous avez un investissement mental, intellectuel, même sur un objet extrêmement petit, vous pouvez repenser complètement l'architecture, ses fondements, une sorte de, effectivement, d'archétype architectural tout à fait saisissant. Ces différentes images, mises côte à côte, je reviendrai ensuite, parlent de stratification, c'est-à-dire parlent d'impressions, de sensations contrastées sur un même objet. Donc déjà, ils nous disent qu'un même objet peut être interprété de différentes façons possibles, qu'il n'est pas soumis à une interprétation univoque. Vacchini était un architecte qui disait que chaque nouveau projet est une critique du projet précédent. Et qu'en fait, chaque nouveau projet devait, en quelque sorte, questionner d'une façon nouvelle les problèmes ouverts par le projet précédent. Et donc lui-même voyait sa façon de penser, de projeter, comme une remise en cause, en question continuelle des idées précédemment acquises. Et je trouve cette façon de faire extrêmement intéressante parce que, si vous voulez, cette critique de sa propre œuvre, donc il y a des projets qui répondent à des projets, il y a des projets qui répondent aux projets précédents, de façon très subtile et intéressante. Répondre, ça veut dire aller plus loin ou reposer la question différemment. Et tout ça nous ramène peut-être à ce texte, La forme du temps, un texte de Georg Kübler, un historien américain, qui parlait de cette capacité que les artistes ont à non seulement résoudre des problèmes qui traversent l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture, mais en résolvant ces problèmes, les œuvres majeures, c'est celles qui, en résolvant le problème, reposent la question différemment. Et donc, ces projets, cette galaxie, en quelque sorte, cet herbier de projets que vous avez en face de vous, sont des projets qui se répondent les uns les autres, qui sont des critiques des uns des autres. Et cette critique, finalement, Vacchini l'a poussée très loin, jusqu'à critiquer même, dans Capolavori, même les projets, comment dire, qui viennent de la grande histoire, comme par exemple le Parthénon. Et c'est quand même intéressant qu'un architecte du XXe siècle critique le Parthénon, ou plutôt identifie les limites de cette composition qui se veut irradiante, mais qui en même temps est orientée à cause de son fêtage, qui critique la façon dont l'angle est résolu, donc, et qui s'inscrit donc volontairement dans cette critique et s'inscrit dans cette histoire, parce que pour lui, évidemment, comme vous savez, si vous avez lu Capolavori, le projet de Mies, de la Galerie nationale de Mies, en quelque sorte, est une réponse à ce Parthénon, est une réponse qui pour lui est plus homogène, plus cohérente, plus unitaire que le Parthénon lui-même. Et lui-même, avec son projet de la Palestra, essaye d'apporter une troisième variante, une troisième option ou réponse à cette question de qu'est-ce que c'est finalement qu'un objet monumental et comment un objet qualifie-t-il un lieu. Je parle de lieu parce que les architectes tessinois étaient plutôt intéressés à la question du lieu plus qu'à la question de l'espace. Quand vous écoutez, quand vous interviewez les architectes tessinois, quand vous parlez avec eux, l'espace est important, mais le lieu est
quelque chose est une dimension phénoménale, existentielle, très importante. Les architectes tessinois, ici vous avez un bâtiment, enfin l'une des maisons les plus connues de Mario Botta, la Casa Bianchi. Les architectes tessinois essayaient de capter l'esprit du lieu, hein, pour le dire avec Christian Oberschulz, et essayaient de poser sur le territoire des objets qui peuvent paraître et qui ont paru à beaucoup de critiques à l'époque comme des objets, comme des sortes de mécaniques froides, surrefroidies, hein, qui développent comme une sorte de syntaxe architecturale extrêmement cohérente, hein, poussée jusqu'au bout, d'accord ? C'est le cas notamment de l'architecture de Mario Botta, mais aussi celle de Aurelio Galfetti. Et ce qui est intéressant dans ces projets, c'est qu'au fait, ils adhèrent à une forme de descrivibilité, passez-moi ce néologisme de l'objet. C'est-à-dire que l'objet énonce ses principes formels qu'il déploie jusqu'au bout, et il est comme ceci, même s'il pourrait être comme cela. C'est-à-dire que l'objet que vous avez en face de vous, il est une sorte de réponse spécifique, hein, en utilisant une grammaire générative beaucoup plus large, qui fait que l'objet, que ici, en l'occurrence, les fenêtres, les échancrures, l'emplacement de ce pont métallique, tout ça sont des éléments à la fois génériques et spécifiques, hein. Il y a un équilibre très précis entre, si vous voulez, entre un ordre générique mis en place et en même temps un développement spécifique de la forme architecturale qui répond à un programme spécifique et à un lieu spécifique. Et dans tous les projets de ces architectes tessinois de la génération de Vacchini, au fait, cette tension entre une typologie de principes ou des grands principes formels et ensuite une réponse spécifique liée au site et à un programme, cette tension est tout à fait visible. Donc il y a 2 degrés de lecture qui se superposent ici, qui sont extrêmement visibles. Ici, un projet très connu de Luigi Snozzi au Grison, hein, quand vous définissez, qui toute sa vie était obsédé par la question de la limite. Qu'est-ce qu'une limite en architecture? En quoi une limite n'est pas la fin de quelque chose, mais le début de quelque chose d'autre? D'accord? C'est comme ça qu'on définit une limite. Et ces projets d'architecture, parmi certains qui n'ont jamais été construits, il a gagné beaucoup de concours, il a construit très peu, finalement, Luigi Snozzi. Eh bien, ce bâtiment bar, finalement, vous pouvez le rallonger, vous pouvez le raccourcir, vous comprenez que son efficacité, en quelque sorte, topologique, parce qu'en fait, on parle ici d'une articulation topologique, hein, de façon mathématique, eh bien, elle ne varie pas si vous rallongez ou si vous raccourcissez cet élément, ce bâtiment ligne, qui articule d'un côté, au fait, un programme en 2 parties, hein. Il y a des espaces qui sont du côté de ces tourelles et de l'autre, les espaces plus privatifs qui sont du côté de la barre. La limite, pourquoi la limite? Parce que dans l'architecture tessinoise de ces années, la question de la limite est fondamentale, puisque déjà, à partir des années 70, vous avez une sorte de mitage du territoire à travers les petites villas, des extensions de bourgs urbains, qui fait que ce territoire perd de sa cohérence, finalement, devient une sorte de non-lieu, hein, diraient certains, de non-lieu, et que c'est contre cette propagation finalement urbaine chaotique que se sont érigés ces architectes tessinois. Et c'est pour contrer ce chaos périurbain, hein, qui déjà commence, ce chaos périurbain qui en quelque sorte émerge, naît du hinterland milanais et remonte jusqu'au Tessin, d'accord? Eh bien, c'est pour contrer cette dilagation périurbaine chaotique que tous ces architectes construisent finalement des objets, des formes fortes, pourrait-on dire, avec Martin Steinmann, ou des limites marquées, fortes, nettes, qui sont là pour arrêter la progression de cette extension.
Parmi les éléments caractéristiques, parce que Vakini appartenait à un environnement culturel très précis, avec des idées relativement marquées, hein, cette idée de la limite, cette idée de contrer le mitage du territoire urbain, cette idée de faire face et de se mesurer avec la très grande échelle paysagère, avec les montagnes qui dominent entièrement ces deux vallées du Tessin. Une autre des caractéristiques intéressantes est celle de l'horizontalité, finalement, de comment je construis une horizontale, c'est-à-dire comment je domestique un territoire accidenté pour créer une horizontale de référence sur laquelle je vis. Donc l'habité commence par la définition d'un socle ou d'une horizontale, hein, qui marque cette domestication du territoire par l'homme. Ici, vous avez une première version de la villa à Contra, où vous avez une sorte d'objet qui est fiché dans un mur du fond, d'accord, hein, une sorte de console qui s'avance vers le paysage, voilà, avec cette toiture en surplomb qui elle aussi est tenue par le mur arrière de soutènement. Donc, infrastructure et architecture, hein, sont deux niveaux de lecture aussi très intéressants que l'on retrouve dans l'architecture tessinoise. Mais chez Vakini, il y a tout d'un coup quelque chose qui apparaît et qui est une sorte de, je dirais, de perte de caractère d'un bâtiment ou d'une idée initiale. Décaractériser l'architecture, et ça c'est l'une de mes hypothèses, est en quelque sorte le jeu auquel s'adonne Vakini. En quoi consiste ici, en l'occurrence, cette façon de décaractériser un bâtiment qui, a priori, est un bâtiment extrêmement puissant, posé perpendiculairement à la pente, avec cette grande fenêtre horizontale. Ici, j'ai reproduit les trois étapes finales de ce projet. Et qu'est-ce que l'on remarque dans ces étapes finales du projet? On remarque deux choses qui décaractérisent le bâtiment et qui lui enlèvent peut-être sa gravitas, c'est-à-dire son sentiment qu'il transmet de gravité, d'effort qui traverse la matière. La première concerne la valeur de la dalle qui s'émincie au fur et à mesure que le projet avance. Au fait, elle ne s'émincie pas, c'est un jeu de faux semblants que met en place Vakini. Et la deuxième, c'est le remodelage du territoire, du terrain. Alors que la première version est très tessinoise, puisqu'elle consiste à enjamber un vide, d'accord? Donc, je prends la terre que j'enlève pour construire cette maison, j'en fais un terre-plein qui est devant l'entrée, et ensuite je fais descendre de façon abrupte le terrain naturel. Et au fur et à mesure que le projet avance, eh bien, le terrain, en fait, ce chevauchement s'estompe et on obtient tout simplement à la fin un bâtiment avec cette valeur triangulaire en dessous qui laisse couler le terrain devant lui, derrière lui, de côté, mais qui ne le chevauche plus. Et donc, il dédramatise en quelque sorte le projet initial, qui lui était extrêmement dramatique. Donc, entre cette version ici, très dramatique, la version initiale ici, la première en haut, relativement dramatique, en fait, au final, on a un projet totalement dédramatisé. Et cette dédramatisation, je pense, fait partie du processus de tous les projets que Vakini met en œuvre. Et dédramatiser, ça veut dire finalement, hein, je reviens à cette idée d'enlever cette gravitas, cette gravité du projet, cette lourdeur, ou même ce jeu de la lourdeur, de la pesanteur, de la légèreté, même cette dualité entre légèreté et lourdeur que l'on retrouve chez les autres architectes tessinois. Ici, par exemple, vous connaissez tous la maison à Casa Bianchetti de Luigi Snorzi, hein, une sorte de toiture horizontale qui chevauche un muret, le muret d'accès, et qui vient chercher au contrebas le terrain qui descend. Vous voyez la différence entre d'un côté cette dramatisation et cette mise en scène, parce qu'en fait, avec ce geste légèrement incurvé, Snorzi vient en quelque sorte capture l'horizon,
d'accord, le capture comme une fenêtre qui s'avance, d'accord. D'ailleurs, cette courbe s'inspire des courbes utilisées, par exemple, par Alvar Aalto dans certains de ses projets pour capturer le très lointain. Et de l'autre côté, voilà, cet objet qui simplement qui est posé là, dans le site de Vacchini. Et je vous disais qu'en réalité, dans ce mouvement d'abstraction, de déréalisation du projet, eh bien, ce que l'on constate, c'est qu'en réalité, ce n'est pas la dalle, parce que la dalle ne peut pas s'amincir. La dalle, autre chose complètement contre-intuitive, dans ce projet, Vacchini porte dans le sens de la longueur, non pas de la largeur, donc dans le sens de la plus grande longueur. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter de la masse, rajouter de la matière pour franchir ces 15 mètres de longueur, d'accord? Donc on porte la matière dans le sens le plus défavorable, en quelque sorte, le plus contre-intuitif possible. Donc on a une dalle extrêmement épaisse, qui d'ailleurs doit être précontrainte sinon elle ne résiste pas, et en même temps on essaie de travailler avec de la menuiserie métallique sur le pourtour pour ne pas donner à lire finalement l'épaisseur de cette dalle, pour que cette dalle, en termes de valeur, disparaisse progressivement, comme pour donner l'impression même que la dalle peut-être repose elle-même sur la surface vitrée réfléchissante. Voici donc une façon de faire de Vacchini qui consiste à dire une chose, mais en même temps à dire son contraire, à faire l'inverse de ce qu'il dit. Et autant la façade d'entrée, comme la façade en aval, sont puissantes, massives, autant vous comprenez tout de suite que les façades latérales, elles, jouent sur un autre registre. Et donc cette dualité ajoute à la lecture du bâtiment quelque chose de nouveau qui ensuite se répercute à l'intérieur du bâtiment, mais j'en parlerai tout à l'heure. Livio Vacchini écrivait ceci: « Je n'ai pas l'amour du savoir, je n'ai que l'amour du connaître. J'aime penser, ajouter une pensée à une autre. » Donc c'est une pensée cumulative. « J'aime réduire l'irrationnel au minimum et porter le rationnel jusqu'aux limites extrêmes. » Et peut-être que porter le rationnel aux limites extrêmes, c'est justement investiguer, essayer, tenter d'aller au-delà de la rationalité. Mon univers est logique, compréhensible et transmissible. J'aime en parler tout en sachant combien il est dangereux de mettre un bon projet sous les yeux d'un ignorant. Ça, j'aime beaucoup cette phrase. Ça veut dire que quelque part, tous ces projets, il est conscient que tous ces projets se donnent à lire d'une certaine façon de prime abord, mais qu'ensuite, c'est l'œil aiguisé qui peut percevoir les finesses de cette architecture. Et donc, c'est comme une façon de dire que tous les bâtiments de Vacchini produisent une certaine impression initiale qui ensuite est contredite par une inspection plus minutieuse et par la traversée du bâtiment. Le fer est le fruit du contact de deux éléments, le credo, le dogme inébranlable, et effectivement, Vacchini avait des dogmes inébranlables, et la théorie autour de la règle et du calcul. Vacchini était un homme dyslexique et dyscalculique. Il parle continuellement de calcul dans ses textes. Je trouve ça très intéressant parce qu'en réalité, je pense que son architecture essaie d'aller aussi vers une sorte d'essentialité parce que justement, même le simple fait de compter les éléments composant un élément, lui posait un problème. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que, en parlant avec sa fille, je me suis rendu compte qu'il a fait, comment dire, de cette caractéristique neurologique, on pourrait dire, une sorte de ressort esthétique, de ressort de sa pensée extrêmement puissante. Le credo relève de l'ADN de chaque personne, tandis que la théorie est liée au projet élaboré. Tout projet ayant sa propre règle. C'est en effet la théorie qui confère à l'œuvre un intérêt général. La théorie existe,
mais elle est faite pour être contredite chez Vacchini. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'un des disons, commentateurs, historiens qui le connaissaient, écrit que l'architecture de Vacchini se manifeste avec la force et la preuve d'un théorème construit, j'ai quelques doutes. Hein. Je pense que justement, c'est à la fois des théorèmes construits et à la fois la contradiction de cette théorie construite qui, en fait, se dévoile progressivement. Et comme disait Luigi Snozzi, on dirait que Livio ne souhaite pas communiquer ses principes à tout le monde, mais seulement à ceux qui sont capables d'interpréter ces paradoxes. Et d'ailleurs, il disait, pourquoi faut-il que j'enseigne dans une école d'architecture à des jeunes ce que j'ai mis 30 ans à comprendre tout seul? Et c'est pour ça, en fait, qu'il n'était pas du tout, qu'il avait aucune veine, aucun élan de communication, de transmission de savoir. Il disait, j'ai mis tellement longtemps pour comprendre ce que c'est que l'architecture et où est la finesse de l'architecture que je n'ai aucune envie de le transmettre simplement aux étudiants qui sont en face de moi. Voyez ? Et tout comme il disait, il ne faut surtout pas s'intéresser au dessin et à la genèse de mes projets qui n'ont aucun intérêt. Hein. Ce qui compte, ce n'est que mes bâtiments construits. Et c'est exactement l'inverse que j'ai fait pendant ces années, c'est de m'intéresser précisément à la genèse de ces projets. Pourquoi je me suis intéressé à la genèse de ces projets? Parce que si vous voulez, le projet final ou l'objet final est le résultat de stratification de pensée ou de couches de pensée que l'on peut comprendre d'autant plus qu'on a sous les yeux, finalement, la genèse du projet lui-même. Donc, cette genèse, elle n'est pas s'intéresser à faire une critique, si vous voulez, génétique, n'est pas un exercice en soi d'un historien ou d'un critique. L'idée, c'est de montrer, et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, que c'est, les convulsions de la projetation, parce que c'est un homme extrêmement tourmenté, Vacchini, derrière ses grands principes, comme tous les gens qui ont des grands principes clarificateurs, en fait, c'est des hommes extrêmement tourmentés, hein, extrêmement polémiques et tourmentés, qui polémiquaient avec tout le monde, même avec ses anciens collègues comme Luigi Snozzi. Il lui envoyait régulièrement des petits billets assassins sur les projets qu'il réalisait pour lui dire à quel point son projet lui avait enseigné ce qu'il ne faut pas faire en architecture. Il envoyait des messages de ce genre à Luigi Snozzi, qui n'était pas non plus complètement un idiot. Donc, vous voyez, il avait vraiment ce goût de la polémique et en même temps, il avait ses principes extrêmement puissants. Je pense que ceux qui ont travaillé avec lui ont dû parfois, se battre pour faire passer certaines idées, ou même croiser le fer. Et en même temps, il était extrêmement, incertain de ces grandes certitudes. Et ces projets révèlent cette fêlure, et c'est pour ça qu'ils sont intéressants. Il n'y a pas de projet monovalent, il n'y a pas de projet d'architecture qui disent seulement une chose. Toute grande œuvre architecturale dit plusieurs choses en même temps, sinon ce n'est pas une grande œuvre architecturale. Alors, cette modernité, je ne vais pas vous faire l'histoire de la modernité au Tessin, parce que sinon on sera encore là demain matin, mais il faut bien comprendre que cette modernité, quand on parle de Vacchini, de la génération de Vacchini, c'est la deuxième génération d'architectes. Vous avez une première génération, qui est celle de Rino Tami, qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale et qui construisait déjà en béton avant les Snozzi, avant les Galfetti et avant les Vacchini. Et c'est cette première génération, on dit que la modernité au Tessin arrive avec ce bâtiment de Rino Tami, qui est la bibliothèque cantonale de Lugano, qui montre la complexité, si vous voulez, des influences reçues et réceptionnées au Tessin. C'est un bâtiment à la fois rationaliste, fonctionnaliste et organiciste en quelque sorte, donc une sorte de synthèse entre Perret en quelque sorte et Alvar Aalto, hein, avec ici vous avez le corps des magasins de livres, d'accord, et ici vous avez cet espace extrêmement altien, hein, de la salle de lecture, un objet absolument incroyable, complexe, dans sa géométrie. D'ailleurs, le plan que vous avez ici aurait pu être dessiné par Alvar Aalto, hein, on dirait une bibliothèque d'Alvar Aalto. Et cette modernité arrive donc avec l'emploi du béton et aussi un décloisonnement de cette région tessinoise reculée à travers la construction de la fameuse autoroute A2, qui est un ouvrage exceptionnel par ses dimensions, exceptionnel parce que vous savez que les Suisses sont quand même des ingénieurs
qui ont l'habitude de construire dans des conditions, comment dire, extrêmement compliquées, difficiles. Ce sont des ingénieurs, d'ailleurs, qui sont extrêmement demandés au niveau international. Mais intéressant cet ouvrage d'art parce que Rino Tami a travaillé comme conseiller artistique, en quelque sorte, des ingénieurs. Et il a dû les convaincre de construire l'autoroute entièrement en béton, y compris les murs de soutènement qu'il voulait recouvrir avec de la pierre, comme on faisait dans les années 40, 50. Et en fait, Tami a convaincu les ingénieurs qu'en fait, il fallait jouer avec le béton et exploiter l'expressivité du béton jusqu'à ses limites pour dessiner à la fois les entrées des autoroutes, les murs de soutènement, tout ça en imposant des règles géométriques relativement strictes, mais qui permettaient d'absorber finalement les contraintes des ingénieurs. Et donc ce béton est devenu le matériau emblématique de cette école tessinoise qui est venue après, donc de la deuxième génération, celle de Snozzi, Galfetti et Vacchini. Mais ce béton était utilisé de façon complètement différente. Si Snozzi et Galfetti, si vous avez en bas à gauche la première maison au Tessin construite en béton, qu'est-ce que vous constatez quand vous regardez cette façade? Vous constatez qu'on est dans un registre à la fois de massivité et de fragilité. D'accord? C'est-à-dire que vous avez à la fois des éléments extrêmement fragiles, parce que le béton permet d'avoir des allumettes sur lesquelles vous portez un bâtiment, et en même temps, une grande massivité dans cette expression volumétrique. D'accord? Et idem pour la fameuse maison Casa Calman à Brione et de Snozzi que vous connaissez tous. Là aussi, on est à la fois dans la massivité, c'est une maison qui s'adosse ou qui intègre un mur de contreventement qui retient les terres, donc c'est une infrastructure, et en même temps vous avez cette colonnette extrêmement fragile, cette allumette sur laquelle repose la maison. Donc on est dans un registre à la fois de fragilité et de massivité, cette dualité sur laquelle jouent tous les architectes tessinois, et que refusent totalement, par contre, les vieux Vacchini. Vacchini ne travaille qu'avec des éléments pleins, ne travaille qu'avec des éléments qui sont puissants, même qui sont cyclopéens, en quelque sorte, d'accord? C'est ça son credo, et donc il ne peut pas comprendre comment on peut faire reposer un bâtiment aussi massif sur une colonnette, comment on peut... Donc pour lui, et c'est ça qu'il critique en quelque sorte la façon de penser l'architecture de ses collègues. Et son bureau, le bureau qui est construit à Locarno, en quelque sorte est une réponse avec cette galerie qui est une sorte de caisson en béton suspendu, sans aucun point porteur. C'est une réponse en quelque sorte à cette dualité de fragilité, massivité de ses collègues architectes. Et c'est une réponse, et en même temps, un projet totalement dual lui aussi, puisqu'en réalité, la surface extérieure est revêtue d'un assemblage de carreaux de pierre qui cachent le béton, qui lui ne se révèle qu'à l'intérieur. Donc, vous voyez cette complexité que met en place Vacchini, qu'on retrouve aussi d'ailleurs ici, dans votre école de Nancy, où Vacchini disait qu'il fallait jamais trouer un mur en béton, jamais. C'était l'acte, qu'il ne fallait jamais faire. D'ailleurs, tout ça nous rappelle en quelque sorte le credo de l'architecture de la haute modernité, de la période héroïque. Les fenêtres ne sont pas des trous dans un mur continu. La maison à Garches de Le Corbusier nous montre qu'il y a une sorte d'équivalence entre le vide et le plein, entre la fenêtre et le mur, d'accord? Et ici, dans l'école de Nancy, il n'y a pas de trous. Il travaille avec des cadres. Les cadres, c'est un langage complètement différent. Nous ne sommes pas dans une masse en béton trouée. Nous sommes dans un registre complètement différent de cadres qui sont juxtaposés les uns aux autres, dont certains sont vides et certains sont pleins. Il faut comprendre donc que ces architectes tessinois étaient très intéressés à la question territoriale. Ce projet que vous connaissez tous de l'école polytechnique de Lausanne de 1970 est une sorte de synthèse entre deux grands théoriciens de l'époque, puisqu'en fait c'était des jeunes architectes qui étaient tournés vers l'école de Milan
à cette époque-là, à Milan, vous aviez Aldo Rossi et Gregotti, qui enseignaient et qui ont publié d'ailleurs leur livre exactement la même année. Il Territorio dell'Architettura et l'Architecture de la ville sont publiés tous les deux en 1966. Et ce projet-ci, spécifiquement, qui n'a jamais été réalisé malheureusement, est la synthèse des théories de Gregotti et de Aldo Rossi. C'est un projet extrêmement intéressant, puisque c'est un projet territorial, avec un cardo et un decumano, donc cette idée de reproduire, suspendu au-dessus de la topographie libre du sol de ce territoire qui s'ouvre sur le Léman, qui s'ouvre sur les montagnes, sur le lac. C'est un site absolument magnifique que vous connaissez tous, de l'école polytechnique de Lausanne. Eh bien, poser ces deux axes sur lesquels sont greffés des grands amphithéâtres qui sont des objets relativement caniens. Ça, c'est l'héritage de Mario Botta qui était passé par Louis Kahn. Et ensuite, cette trame, ces deux nappes, une du haut, une du bas, une ce sont les salles ce sont les laboratoires de recherche, en bas c'est les salles de cours. Ces deux nappes évoquent évidemment l'architecture de ces années-là en Naples, en particulier celle de Candilis, José Kutz pour l'Université libre de Berlin. Donc en fait, c'est un projet synthétique à la fois fonctionnaliste, avec une gestalt très forte, avec des références à Louis Kahn, qui fait la synthèse entre Gregotti et sa pensée territoriale, ces grandes lignes territoriales qui enjambent le territoire, d'accord, comme l'Université de Cosenza réalisée dans les mêmes années, et l'idée de la ville qui se construit à travers deux grands axes perpendiculaires, le cardo et le decumanus. Et on peut dire que toute l'architecture tessinoise donc, est empreinte de cette idée de grands principes formels, d'une sorte de grammaire qui se développe et qui permet aussi à différents architectes de travailler ensemble. Si vous n'êtes pas dans la subjectivité, si vous n'êtes pas en train de produire un objet qui est, gratuit, eh bien, il est plus facile à votre collègue, au confrère, de travailler sur votre projet. Donc, pour pouvoir travailler à plusieurs sur un projet, il faut développer une grammaire qui est une logique interne, vous comprenez, qui soit suffisamment puissante. Et donc, il y a un niveau impersonnel qui est tout à fait, reconnu par les architectes tessinois, ce niveau impersonnel qui en fait leur force, à mon avis, qui ne sont pas juste l'expression d'une envie, du moment, etc., mais qui sont véritablement des projets qui mettent en place un ordre logique, un ordre spatial, un ordre typologique très précis. Alors, il y a toute une période où Vacchini travaillait avec d'autres architectes. Il a travaillé avec Galfetti, il a travaillé avec Stozzi, ils travaillaient ensemble. Et il y a toute une période où Vacchini travaillait avec le métal. Et probablement ce métal, le travail du métal, le fait que le métal se prête à des raisonnements mnémotechniques, l'idée du montage des pièces les unes après les autres, et le fait que le bâtiment exprime la façon dont il a été monté, tout ça, à mon avis, renvoie probablement à cette dyslexie de Vacchini qui avait besoin, dans cette phase initiale de son cursus comme projeteur, de mettre en place des dispositifs constructifs très clairs, absolument limpides, avec des éléments de contreventement visibles, des éléments, un ordre majeur, un ordre mineur, des éléments de remplissage, etc., etc. Tout ça était une sorte d'évidence didactique, on pourrait dire, de ces premiers projets, qui se perd complètement dans les projets à partir des années 90. Même si ce projet-ci, qui est réalisé avec Tibiletti, commence déjà dans ce projet, pointe déjà une sorte d'ambivalence de jeu extrêmement intéressant où le revêtement en pierre, au lieu de reculer par rapport à la structure porteuse en H, en métal, en fait, s'avance, créant ainsi une ambivalence entre qu'est-ce qui est du revêtement, qu'est-ce qui est du remplissage, qu'est-ce qui porte, qu'est-ce qui est porté, et qui un peu évoque la fameuse maison à table de Herzog et de Meuron, réalisée, vous savez, dans les années 80. C'est toute première maison qui les a rendus célèbres. Alors, Francesco Dal Co
dans un numéro de 1977 de l'architecture d'aujourd'hui, disait qu'il trouvait que ces architectes tessinois, dans un célèbre numéro dédié au formalisme et au réalisme en architecture, disaient que les architectes tessinois avaient mis en place une conception mécaniste de la valeur unitaire de leur projet. Donc cette idée que c'était des projets en quelque sorte qui ne manifestaient pas de pathos, pas d'intentionnalité spécifique, individuelle, mais qui étaient plutôt des sortes de machines à voir, machines à cadrer le paysage, objets infrastructurels, etc., etc., etc. Lors de l'exposition, la célèbre exposition de Zurich de 1975, Martin Steinmann, qui avait curaté l'exposition, disait: on a trouvé plusieurs définitions à ce rapport, mais toutes aboutissent à la même conclusion. En construisant sur un site, on construit le site. En d'autres termes, tout bâtiment construit fait du site quelque chose de nouveau. Et évidemment, cette idée renvoie notamment à ce projet que vous connaissez tous, des bains de Bellinson, réalisé par Galfetti, Ferraruccia et Yves Trompi, qui d'ailleurs initialement n'était pas une passerelle suspendue au-dessus d'un pré, mais initialement était pensée comme une sorte de mur, même de barrage plein, dans lequel on creusait, sur lequel on se baladait et dans lequel on pouvait étaient aussi inscrits des objets architecturaux. L'une des caractéristiques de ces architectes, finalement, c'est avec des petits bâtiments, de faire plus grand que le bâtiment lui-même ou de l'échelle que le bâtiment inclut. C'est-à-dire de rendre plus grand ces bâtiments ou l'impact de ces bâtiments dans le site. Et d'ailleurs, ce bâtiment ici, cette Casa Bianchetti de Locarno, qui est l'un des objets énigmatiques de Luigi Stanzi, quand vous mettez des personnages à côté, vous voyez, vous avez l'impression en fait d'être dans une sorte de miniature de quelque chose qui pourrait paraître beaucoup plus grand quand vous êtes, par contre, quand vous baladez sur la promenade d'accès depuis le haut, voilà. Donc, il y a cette idée que même si petits, des objets peuvent avoir un impact et, comment dire, sur le site et réussissent à travers une certaine mise en scène à englober le paysage dans leur entièreté, malgré leur échelle. Et puis, il y a aussi cette idée que la matière a une présence, le béton a une présence. Le béton est une matière qui se touche, qui a une dimension, je dirais, tactile, haptique, comme le montre le projet pour le Castelgrande de Bellinson, de Orio Galfetti. Le béton n'est pas juste une matière lisse et abstraite, elle a une présence matérielle réelle. Et je dirais qu'il y a une sorte de réalisme dans la façon d'aborder l'architecture très intéressante dans les architectes tessinois. Et puis, il y a cette idée que l'extérieur amène l'intérieur. Ça, c'est très puissant, c'est très fort, où l'intérieur amène l'extérieur. On peut voir ça dans les deux sens. Ici, dans cette maison ici, fameuse maison Cavalli, le mur d'enceinte du village, il part depuis le centre du village, il vient se retourner à l'intérieur de la maison et il accompagne le mouvement circulaire jusqu'à la montée de l'escalier sur les 3 étages. Donc il y a vraiment cette idée que, au fait, il y a une sorte de narrativité qui se met en place, qui s'accompagne, cette idée que on s'inscrit dans une temporalité qui est celle de la narration, lecture du territoire, inscription dans le territoire, prolongement des éléments du village à l'intérieur, le mur qui se retourne à l'intérieur de l'espace habité. Et d'ailleurs, c'est la fameuse maison Diner, donc construite pour l'architecte Roger Diner, que vous connaissez tous, qui lui demande de construire sa maison. Pour réaliser cette maison, Stanzi va faire une coupe sur l'ensemble de la montagne pour être sûr de parfaitement cadrer la montagne qui est en face. Et Stanzi dira de lui-même qu'en fait, il se considère comme un architecte romantique, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de cadrer le paysage, comme fait l'architecture depuis toujours. Même, on peut même dire que le paysage naît parce qu'il est encadré. Le paysage occidental naît parce qu'il devient tableau. Il n'y a pas de paysage avant que l'art du dessin, que la façon d'encadrer le paysage et le représenter l'advient. Donc on peut dire que l'architecture, le paysage existe parce qu'il est encadré, mis en scène par ces architectes dans les échancrures de leurs bâtiments, d'accord ?
Et c'est exactement ce qui n'intéresse pas du tout les vieux Vacchini dans sa maison ici, où en fait, les fenêtres n'encadrent absolument rien. Le paysage est là, la maison est là, et même là où Snozzi cherche une forme de continuité, ici, Vacchini ne cherche pas la continuité entre l'un et l'autre, d'accord. D'ailleurs, il utilise des couleurs complémentaires à celles du paysage. Le paysage lointain tourne vers le bleu. Léonard l'a suffisamment dit, on le sait. La grande distance rend le paysage bleuté, d'accord. Et ce n'est pas un hasard que Vacchini utilise des surfaces jaunes pour marquer cette intériorité. On habite entre deux surfaces jaunes qui se détachent complètement, en quelque sorte, de ce paysage bleuté, de ce grand paysage qui s'ouvre. Donc il n'y a aucune idée de continuité, de capture du paysage, d'encadrement, de mise en scène. Simplement, le paysage est là autour de vous, il existe, tout comme existe la maison. Et d'ailleurs, le bloc central, que vous voyez ici, il ne soutient absolument rien, il est décroché, il touche sans toucher la surface continue du plafond, une sorte de meuble gigantesque, comme on le voit de ces dessins d'exécution, tout comme on voit aussi le fameux point aveugle dont personne ne parle. Vacchini n'en parle pas, les critiques n'en parlent pas, les historiens n'en parlent jamais, de qu'est-ce qu'on a fait de cet espace au-dessous de la maison, qui en fait est un espace qui était vide pendant très longtemps, on ne savait pas comment l'aménager, Livio n'avait aucune idée, c'est un vide, c'est un point aveugle, parce que ça n'intéressait pas Vacchini, ça n'intéressait pas Vacchini dans sa théorie de l'espace habité, c'est en quelque sorte le prolongement des murs du dessus qui se prolonge en dessous, mais qu'il est un espace gigantesque, il est 2 fois plus volumineux que l'espace habité, mais il n'a jamais été pensé comme un espace. Et donc voilà, ça c'est une image qui montre comment 2 points de vue différents parlent de 2 projets, enfin de 2 façons, de 2 caractères complètement différents. Caractère massif, d'ailleurs il dira, j'ai commencé par creuser une masse pour faire ce bâtiment, d'accord, et qu'en fait, ça c'est le résultat de cet effet de creusement. Chez Vacchini, tout se joue entre l'ajout et la soustraction de matière. Il y a toujours ce jeu d'ajout et de soustraction de matière. Ce sont 2 notions fondamentales dans sa poésie qui viennent de Alberti. Si vous lisez Alberti dans le détail, en fait, toute l'architecture d'Alberti se joue sur l'incrustation, l'ajout, la décoration, le plan avancé, ou la soustraction de matière, la cavité, etc. Tout se joue sur ces 2 opérations mentales qui deviennent ensuite des opérations formelles, d'accord. Et donc, Vacchini dit, oui, moi, ce projet, je l'ai conçu en vidant une masse pleine de béton, d'accord, pour en faire un espace habité. Et en même temps, la face arrière parle de cette massivité, cette puissance, même il y a une sorte de crénelage, même l'objet, quelque part, c'est même une fortification en quelque sorte, d'accord, après qu'il y a une sorte de fortification. Et sur le côté, par contre, on est dans quelque chose de beaucoup plus abstrait, où tout d'un coup, comme je vous disais tout à l'heure, la dalle de couverture disparaît. Et ce décrochement, quelque part, il vient à mon avis, de Mies van der Rohe, parce que Vacchini a tourné beaucoup les États-Unis, c'était un grand admirateur de Mies, et de son minimalisme d'ailleurs. Et ce décrochement, on le trouve par exemple à la maison Farnsworth, entre le paysage intériorisé et puis le paysage environnant. Autre façon de vous montrer les différences entre Snozzi et d'autres architectes, comme Snozzi, ici la fameuse école primaire de la colline. Snozzi, pour ce concours, consigne ce projet. Que fait-il? Il construit une sorte de petite ville en miniature. Il construit des bâtiments en forme de H qui permettent de dégager des placettes, un système de placettes et de ruelles à l'échelle des enfants, sur un socle, avec une allée d'arbres. Et ensuite, il place la salle de gymnastique, vous la voyez, en haut, comme un élément légèrement pivoté qui définit une place publique d'entrée. Voilà. Et tout ça en reliant les éléments existants, comme faisait toujours Snozzi, avec les nouveaux bâtiments. Et tout ça en s'inscrivant dans la topographie du bâtiment. Alors que Vacchini, comme dit Snozzi, pour Vacchini, le problème fondamental,
reste la ville, à laquelle il répond par des bâtiments qui ont la force d'un monument. Les aspects fonctionnels passent en second plan. Pour le bâtiment de la poste de Locarno, je peux imaginer 1000 autres usages. Ce n'est pas la poste au sens typologique du terme. Vacchini il propose ça comme projet de concours. Il propose une sorte de palais, d'objets uniques, unitaires, avec une seule cour, qui domine complètement le village. D'ailleurs, il est totalement hors échelle par rapport au village, aux marges duquel il s'inscrit. Hein. Et au fait, il le dit, son bâtiment scolaire veut devenir une nouvelle centralité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bâtiment ne s'inscrit pas dans le site. Le bâtiment devient site. Ou plutôt, le bâtiment se transforme en objet topographique. En quelque sorte, il accentue la topographie du site. Il accentue puisqu'il occupe le haut de cette colline, d'accord, et il renforce ce rapport surplombant. Et donc le bâtiment, finalement, on le voit ici, ça c'est les différentes phases du projet, une fois qu'il a rendu le concours, etc., etc. Je ne m'arrête pas là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que, ça c'est l'évolution du projet, d'un projet qui a encore intégré la colline, on le voit à gauche, hein, progressivement ce projet se referme sur lui-même, n'intègre plus rien, il devient une cour totalement minérale, totalement abstraite, d'accord, introvertie, et la façade principale s'adresse, elle, directement au village. Regardez l'échelle de ce bâtiment par rapport à l'échelle du village. Donc l'objet devient site. Il n'est ni inscrit, il n'accompagne pas le site, il devient un objet de référence, il fait lieu en quelque sorte. Il ne s'inscrit pas dans un lieu, il fait lieu. Et ensuite, il est totalement unitaire, là où, ici par exemple, à l'école du Morbihan inférieur de Botta, vous avez un enchâssement, une imbrication d'éléments à échelle intermédiaire pour former ensuite cette grande barre de salles de cours. C'est un objet exceptionnel, hein, qu'on donne à enseigner aux étudiants en première ou en deuxième année, parce qu'il y a une sorte de façon d'assembler les pièces les unes aux autres pour construire cette barre qui est extrêmement intéressante. Donc il y a des échelles intermédiaires qui sont introduites. Chez Vacchini, il n'y a pas d'échelle intermédiaire qui est introduite. C'est cette façade totalement abstraite, de nouveau, qui s'adresse au village, avec ses emmarchements placés de façon plus ou moins heureuse, on dira, voilà. Et puis dedans, cette cour avec cet assemblage cyclopéen de colonnes gigantesques, totalement surdimensionnées. De nouveau, deux faces différentes, hein. Massivité à l'intérieur, abstraction de l'extérieur. Les faces publiques sont toujours abstraites, par contre, l'espace intérieur joue sur la massivité des choses et des éléments, qui reprend évidemment les cours des palais de la Renaissance, parce que c'est ça son inspiration. Hein. Il s'inscrit dans cette idée de ces espaces de la Renaissance, des espaces parfaits, cette perfection fermée sur elle-même, et jouant aussi, à ce moment-là de son parcours professionnel, sur des tracés régulateurs, là on les voit ici, donc il y a quand même une idée de composition qui progressivement disparaîtra. Composer, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait des rapports proportionnels qui se retrouvent à différentes échelles du bâtiment. Et tout d'un coup, dans ce bâtiment, apparaît quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, qui est une colonne centrale qui empiète sur l'entrée, dans l'entrée, placée au centre du parcours principal, qu'on voit ici, et qui marque cette idée que chez Vacchini, la matière a une présence physique. Ce n'est pas juste un élément de délimitation entre un dedans et un dehors. La matière a une présence physique, matérielle. Elle devient un obstacle, un accident qui oblige à être contourné. En 1980, il réalise ce projet qu'aujourd'hui vous connaissez tous, qui est constitué de deux parties, un socle et une toiture. Aujourd'hui, quand vous voyez comme ça, vous avez l'impression que c'est un objet tout à fait évident dans sa présentation, d'accord, une sorte d'évidence. Évidemment, il fallait bien couvrir ce mur pyrénéen troué de ces cercles qui sont en réalité que des cercles, enfin, ce n'est qu'un jeu de façade, puisqu'en réalité, la structure en béton derrière ne se voit pas, elle émerge, et vous avez sur le pourtour
donc cette façade en briques qui n'est qu'une brique de revêtement. Ce qui est intéressant de ce projet, c'est que il y a un moment dans ce projet où la couverture n'existait pas. Et d'ailleurs, Vacchini dira à Martino Pedrozzi, qui a été son collaborateur, « Cher Martino, tu suis avec malice la voie du dilemme qui m'a fracassé pendant des mois. Je te confie, si tu promets de ne le dire à personne, que le toit n'est arrivé qu'à la fin. Au début, les dessins étaient ceux d'un château. Les cabines en étaient les créneaux, les merlons. Il n'y avait pas de plaisir dans la raison, où y en avait-il? Est-ce qu'il y avait du plaisir dans la raison d'un objet parfaitement cohérent? Ça, c'est la première version de son projet, d'accord? Où il avait une image, donc c'est un projet imagé, qui fait image, et où il va jusqu'au bout de cette image, sorte de muraille, avec ce crénelage au-dessus, qui sont les cabines pour se changer, d'accord? Et la frondaison des arbres constitue en quelque sorte la couverture ou la fermeture de la composition. Et ce n'est que successivement qu'il ajoute cette toiture. Donc il ajoute une toiture sur un objet qui était déjà dessiné. Ensuite, il reproportionne un peu l'objet final. Et ce qui est intéressant, c'est que les colonnes qui soutiennent cette toiture vont exactement tomber dans l'axe de ces ouvertures. Donc, si vous voulez, cet objet est la superposition de deux systèmes structurels opposés, antithétiques. Un, c'est un viaduc d'autoroute moderne, et l'autre, c'est un pont classique, c'est un pont romain. Et en quelque sorte, ces bains sont la synthèse ou la superposition ou la surimpression de ces deux images qui sont complètement antithétiques, voire contradictoires entre elles. Donc, où est le plaisir de la raison? Est-ce qu'il est dans la première version ou est-ce qu'il est dans cette version de synthèse? Il y a un moment dans la carrière de Vacchini, et là j'arrive à la dernière partie de ma présentation, où Vacchini ne dessine plus. Il laisse que l'ordinateur dessine à sa place, ou plutôt, il est fasciné, à partir des fin des années 90, par l'arrivée de l'ordinateur. Là où beaucoup d'architectes ont commencé à dire que c'était une catastrophe, comme aujourd'hui on dit que c'est une catastrophe l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la culture architecturale, Vacchini a saisi cette opportunité en disant qu'en fait, c'était une opportunité fantastique pour repenser en quelque sorte la modalité de composition. Or, que sait faire un ordinateur, surtout à cette époque-là? La chose qu'il sait faire, c'est la répétition. D'accord? Vous pouvez parfaitement répéter un même objet, vous le répétez jusqu'à constituer une sorte de texture. D'accord? La répétition poussée à l'extrême n'est plus répétition, elle devient texture. Et donc, Vacchini expérimente à partir des années 90 en quelque sorte des textures ou des façades textures qui répètent toujours le même élément. Et à la faveur de l'outil informatique qu'il utilise de façon récurrente. Et il disait, quelle est la raison de tous ces dessins exécutés par la machine? La main, le trait ne compte plus? Ou oui, la main n'a plus ou peu d'importance dans mon métier. Les machines m'aident à faire en sorte que mon sentiment personnel ne transparaisse plus comme tel. Il faut savoir que Vacchini est un architecte qui dessinait très peu, mais qui mettait par écrit ses idées sur des feuilles de papier. Son bureau était toujours extrêmement ordonné. Il s'arrêtait de travailler toujours à midi pile pour aller déjeuner, même s'il était en pleine réflexion. Il avait donc une sorte de rituel. Il avait une vie extrêmement ritualisée. Et c'est ce rituel qu'il essaie de mettre en place aussi dans ses bâtiments. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il énonçait les problèmes de façon écrite. D'accord? Il pensait que tous les problèmes pouvaient être énoncés de façon écrite et que ce qui ne pouvait pas être énoncé de façon écrite, eh bien, il fallait le laisser à ce qu'il appelait le hasard. Et le hasard, c'est quelque sorte ces variations ou ces ajustements des théories ou ces légères contradictions par rapport à des dogmes opposés, hein,
et qui, en quelque sorte, crée une fêlure à l'intérieur d'une théorie et donc d'un bâtiment initialement pensé. L'idée que le bâtiment ne se dessine pas, en tout cas ne se dessine pas en perspective, je ne pense pas d'avoir trouvé beaucoup de dessins en perspective dessinés à main levée par Livio Vacchini. Il dessinait en plan, à la limite. Tout ça renvoie évidemment à la tradition de la Renaissance, où vous savez qu'à la Renaissance, la perspective n'était pas, paradoxalement pas employée par les architectes. Elle était employée par les peintres, mais pas par les architectes. Les architectes, et là dans cette fameuse lettre de Raphaël et Baldassare Castiglione à Léon X, au pape Léon X, il est bien écrit que les éléments utilisés, les outils d'anticipation utilisés par l'architecte sont la maquette, le plan, la coupe et la façade, mais pas la perspective. Et quand vous lisez Alberti aussi, Alberti ne vous parle pas de la perspective comme d'un outil d'anticipation de la réalité à venir. Et d'ailleurs, Vacchini ne parlait jamais d'espace. L'espace n'existe pas. Je me suis fait l'idée que chez Vacchini, l'espace n'est pas quelque chose qui se voit. Je pense que chez Vacchini, l'espace est la condition à travers laquelle je perçois les choses qui sont en place. Les conditions dans lesquelles je perçois les choses qui sont en place. Les éléments matériels qui sont mis en place. C'est ça l'espace. Mais l'espace en soi n'est pas une dimension phénoménale qui intéresse Vacchini. Et lorsqu'il réalise la palestra de Lausanne, la salle de gymnastique, il dit, en parlant avec Maziero, qui était un peu son confident, le théoricien milanais, prof de théorie et de projet à Milan, il disait, tu vois, quand je fais une esquisse, je tombe amoureux de mon dessin. Et après, je n'arrive plus à m'en libérer. Et ce n'est pas de l'architecture. Au fait, pour lui, ne pas dessiner est une façon de garder cette distance par rapport au projet. Ne pas penser l'espace est une façon de sortir de son projet. Et de laisser, ça c'est un dessin fait par les machines de l'époque, et de laisser la machine finalement faire le travail. La première version de ce projet était complètement différente. Il gagne le concours avec ce projet-ci, avec cette version-ci. La version initiale, c'est cette sorte de anneau porté par des poids porteurs, typiquement dans la tradition tessinoise. Une sorte de superstructure, couverture, poids porteurs espacés, une sorte d'objet infrastructurel avec, comme vous voyez ici, cet anneau, en fait, devait inclure, en tout cas, un espace de galerie surplombante qui a totalement disparu, enfin, en partie disparu dans la version finale. Pour arriver à un projet comme celui-ci. Vous pouvez vous imaginer, dans les années d'évolution du projet, les étapes que j'ai documentées dans mon livre, sur lesquelles je ne vais pas revenir ici parce que ça n'a pas d'intérêt, mais en fait, pour arriver à cette définition ici du projet, dans sa version définitive, qui est une version, on pourrait dire, minimaliste ou archaïque, parce que je pense que chez Vacchini, le minimalisme et l'archaïsme se touchent, eh bien, au fait, il est passé par différentes phases. Entre autres, cette phase-ci, que je trouve extrêmement intéressante, où au fait, il avait imaginé à un certain moment des éléments de contreventement, parce qu'il fallait bien faire tenir ces colonnes verticales, ces pilastres verticaux. Comment les faire tenir? Comment éviter l'affaissement de leur structure? Eh bien, à un certain moment de son projet, il avait imaginé qu'entre les colonnes, entre les pilastres, de mettre ces éléments en escalier de contreventement. Et c'est en discutant avec son ingénieur, en fait, Vacchini n'avait pas beaucoup de respect pour ses collègues architectes, mais il avait beaucoup de respect pour les gens qui font des calculs. C'est en discutant avec son ingénieur qu'il s'est rendu compte, si vous voulez, qu'en rapetissant la distance entre les colonnes, il y a un moment où le calcul de l'ingénieur passe d'un calcul de j'ai des colonnes verticales que je dois contreventer à un calcul de murs troués. Donc le calcul statique, donc la modélisation de l'ingénieur change complètement de signe. On passe de l'idée qu'il faut contreventer des colonnes à l'idée que c'est un mur troué que l'on construit. Donc ce projet-là a été construit et pensé par l'ingénieur comme un mur troué. En l'occurrence, c'est une suite de colonnes qui sont espacées exactement de la même valeur que la largeur
des colonnes elles-mêmes. Il y a 144 colonnes, c'est un bâtiment de 34 mètres par 51, et les colonnes sont espacées de 70 cm, la largeur même équivalente des colonnes. Alors, qu'est-ce qu'il invente avec cet objet? Il invente ce qu'on appelle un mur-colonne, si vous voulez, ou quelque chose qui est à la fois un mur ou une colonne. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette sorte d'ambivalence, et c'est pour ça que ce minimalisme, finalement, provoque une sorte de bouger visuel, hein, c'est qu'en fait, on ne sait jamais si c'est une colonne, si c'est une suite de colonnes ou si c'est un mur troué. Et si on ne le sait pas, mais en fait, on ne peut pas le savoir parce que tout dépend de comment on regarde, de quand on regarde, depuis de quel point de vue on regarde, à quel moment de la journée on regarde. Et donc, c'est cette réactivité, si vous voulez, à la fois aux conditions de la perception, au point de vue, au point d'observation, qui font finalement l'ambivalence, l'ambiguïté de ce projet. Apparemment très simple, répétitif, mais qui n'est pas si répétitif que ça. Et les caissonnages, cette sorte de caissonnage qui rappelle le caissonnage du Panthéon de Rome, c'est une sorte de voûte plate, on pourrait dire, hein, qui reprend l'idée du caissonnage du bâtiment de Nice pour Berlin, d'accord? Est traversé par de la précontrainte. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ces caissons, en réalité, vous avez un caisson toutes les deux colonnes. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a toutes les deux colonnes, vous avez une colonne sur deux est soumise à des efforts de torsion, donc des efforts internes beaucoup plus puissants, beaucoup plus contraignants que la colonne qui, elle, passe par le centre du caisson. Donc ça veut dire que malgré la continuité, enfin l'homogénéité, si vous voulez, de la façade, en réalité, il y a des colonnes qui sont plus sollicitées que d'autres, d'accord ? Bien que la façade, elle, exprime une sorte d'homogénéité et de continuité complète de la structure. Et pour revenir à cette question de la colonne et du mur, en fait, ce que fait Vacchini, c'est qu'il construit quelque chose qui reprend un théorème ou une théorie de Alberti, à savoir que Alberti donne deux définitions différentes de la colonnade dans son traité, qui sont totalement contradictoires l'une avec l'autre. Et c'est pour ça que sa pensée est structurale. Et une pensée est structurale si on peut définir un objet de deux façons différentes. Dans un passage de son traité, il définit la colonnade comme un mur troué en plusieurs endroits. Et dans un autre passage de son traité, il définit la colonnade comme une suite de colonnes posées les unes après les autres. Donc il définit la colonnade soit comme un effet de soustraction de matière, soit comme une adjonction, succession d'objets matériels posés les uns à côté des autres, les uns après les autres. Et Vacchini, ce que fait Vacchini dans ce projet, en fait, c'est de faire la synthèse de ces deux définitions sur lesquelles d'ailleurs était revenu très longtemps en arrière Rudolf Wittkower, de faire la synthèse de ces deux définitions de colonnes, que l'on retrouve bien chez Alberti. Ici, par exemple, le Tempio Malatesta exprime bien ces deux définitions de colonnes, mais dans deux endroits différents. Hein. C'est les pilastres latéraux sont des évidements, alors que les colonnes qui s'avancent par rapport au plan de référence moyen sont des éléments de décoration qui emportent avec elles l'entablement et qui sont des incrustations, mais qui en même temps consolident cette Bekleidung, ce revêtement du bâtiment originel du Moyen-Âge. Et ce que fait Vacchini, finalement, c'est de faire un mur qui est à la fois ajout et soustraction de matière, qui est à la fois mur et colonne. Vous comprenez ? Et c'est cette ambivalence-là qui fait la richesse de la perception, finalement, que l'on a de cet objet architectural. Jusque dans l'angle, dans le traitement de l'angle, qui lui aussi est totalement ambivalent, puisqu'on peut à la fois le voir comme un angle creusé, ou on peut le voir comme deux pans de mur qui sont jointés, d'accord, et qui s'avancent. Jusqu'à dans l'angle du bâtiment, au fait, on a une lecture ambivalente, en quelque sorte du processus de conception dont l'objet est la conclusion. Et lorsqu'on regarde le bâtiment de façon rapprochée, avec un angle fermé, et bien tout d'un coup, on entre dans une sorte
de asperitas, de nouveau pour reprendre un terme utilisé par Vitruve. Hein. L'aspérité, c'est la perception des colonnades lorsque l'on regarde d'un angle fermé. Il parle de ça, hein, Vitruve. Et cette aspérité de la façade donne à voir une façade dentelée, une façade d'un objet, quelque sorte même militaire, hein, sa destination de salles de sport pour les militaires, je trouve que ressort très bien dans cette vue resserrée, dans cet angle resserré, dans cet angle fuyant. Donc on a à la fois une vision frontale plutôt transparence phénoménale, on dirait, hein, et puis à l'angle fermé, eh bien tout d'un coup, la matérialité de l'objet émerge et devient d'autant plus prégnante. Et ce qui est intéressant, quand on décompose ce bâtiment structurellement, quand on va regarder comment il est mis en œuvre, eh bien, c'est qu'en réalité, les câbles de précontrainte, si cet objet apparaît totalement homogène, les câbles de précontrainte sont distribués de façon dishomogène, parce que pour porter un objet de ce type-là, pas tous les coins, pas tous les points en quelque sorte de la couverture sont soumis au même effort. Donc, en fait, il y a des lieux, il y a des points où vous avez deux câbles de précontrainte, il y a une direction dans laquelle vous avez deux câbles de précontrainte, la direction longitudinale a un seul câble de précontrainte. Ensuite, vous avez cette précontrainte forme évidemment des effets de chaînette pour fonctionner, qui ont des courbures différenciées. Et si on va voir les couches de matière qui sont derrière finalement ce bâtiment totalement homogène, en fait, on rend compte qu'on a une sorte de représentation un peu élastique, si vous voulez, hein, dishomogène, qui est extrêmement intéressante, et qui montre que derrière l'homogénéité, la finitude en quelque sorte, la régularité de cette palestre, eh bien, vous avez en fait une dishomogénéité, une irrégularité du système constructif, d'accord ? En particulier, le fait que, effectivement, il y a seulement une colonne sur deux qui doit assumer en quelque sorte le mouvement de torsion dû à la précontrainte, bien qu'elles soient toutes dimensionnées de la même façon. Il faut savoir qu'au début, Vakin, il voulait réaliser ce bâtiment de façon avec des éléments préfabriqués, mais que son ingénieur lui a démontré qu'en fait c'était une très mauvaise idée parce qu'il aurait dû surdimensionner les éléments en béton, alors qu'en coulant sur place le béton, il a pu être plus économe dans l'expression de la matière et donc avoir cette équivalence entre la valeur pleine et la valeur vide. Voilà, pour obtenir à la fin, tout ça c'est des modélisations que j'ai faites, certaines avec des étudiants aussi de l'école d'architecture. J'ai fait travailler mes étudiants sur ces modélisations du travail, ces couches de matière qui constituent en quelque sorte l'ossature de l'architecture de Vakin. Et si on superpose toutes ces couches, on obtient un système extrêmement complexe, dont seulement une partie de la complexité, finalement, aujourd'hui, est visible, et qui reprend la complexité, et là, je ne vais pas vous faire l'histoire du bâtiment du musée de Mies van der Rohe, parce que le musée de Mies van der Rohe, le chantier de ce musée répond exactement aux mêmes contraintes, aux mêmes problématiques de comment je crée une structure homogène, mais comment la structure homogène, au fait, est construite de façon dishomogène. Et comment ensuite, en plus, dishomogène, parce qu'en plus, le travail à la flexion des éléments, lui-même n'est pas homogène, comme le montre une sorte d'exagération des fléchissements dus au poids propre des éléments. Et même le bâtiment que vous connaissez tous, que celui-ci, de la Ferrière, ce bâtiment en fait qui est un chantier repris suite à une catastrophe, un chantier abandonné repris par Liv Vakin, et bien même cette grande résine métallique, en fait, elle a des épaisseurs différenciées. Ici, vous avez des couleurs différenciées en fonction de l'épaisseur de la résine métallique, parce que les parties qui sont plus proches des appuis, évidemment, sont davantage sollicitées que les parties qui sont éloignées. Mais tout ça ne se voit pas, tout ça est caché derrière un jeu subtil de surépaississement de l'âme à l'intérieur. Ce qui m'intéresse chez Vakin, et là je vais terminer bientôt, c'est que finalement, comme disaient les artistes minimalistes, ce qui compte, c'est que de ne pas pouvoir lire des lignes de rupture dans la composition.
toute l'architecture classique est faite de lignes d'articulation, de pièces. Les pièces s'assemblent, d'accord, les unes aux autres, et les pièces sont détourées, les pièces sont contournées, d'accord, et le pourtour, la notion de pourtour est omniprésente dans les traités classiques de la Renaissance. Hein. Tous les éléments doivent être délimités ou sont définis. La définition d'un objet, c'est son pourtour, d'accord? Eh bien, chez Vacchini, ce qui est intéressant, c'est que les pièces perdent de leur prégnance, de leur présence, en quelque sorte, au profit de la totalité. Et non seulement ça, mais en plus, tous ces projets, à partir des années 90, sont des projets où le nombre de pièces assemblées diminue toujours plus. Il y a toujours moins de pièces assemblées. Donc on va vers une répétition plus grande d'un nombre toujours plus restreint de pièces. D'accord? Et pour éviter, finalement, ce que Robert Morris appelait, dans ce fameux texte célèbre, Notes on Sculpture, publié en 1966, les corps polyèdres unitaires doivent être dépourvus de lignes de fracture, qui sont des lignes d'articulation. Tout le minimalisme, finalement, américain, qui intéressait Vacchini, hein, mettait en place une succession suffisante d'éléments, de boîtes. Ici, c'est les boîtes, ces caissons. Si vous mettez 2 caissons, vous avez une composition de 1-2. Si vous mettez 3 caissons, vous avez une symétrie centrale. Si vous en mettez 4, vous avez 2 façons de pouvoir les lire, avec soit A, B, A, soit avec un axe central. C'est à partir de 5, de 6 même, qu'on sort de la composition classique et qu'il n'y a plus de ligne de fracture, plus de ligne d'articulation entre les éléments, et que donc vous entrez dans une sorte de texture homogène et continue. C'est une sorte de all-over qui marque finalement, qui est le propre de ce minimalisme que moi j'appelle archaïsme, de cet archaïsme américain des années 60. Et d'ailleurs, Donald Judd lui-même écrivait en 66, ce qui est intéressant, c'est l'œuvre dans sa totalité, sa qualité globale. La peinture abstraite d'avant 46 et la majeure partie de l'art qui a succédé a continué à lui subordonner la représentation globale aux éléments qui la composent. Dans les nouvelles œuvres, la forme, l'image, la couleur et la surface sont unifiées. Elles ne sont ni partielles ni dissociées. Dans son œuvre, il n'y a pas de zone neutre ou faible, pas de passage, ni de zone de transition. Donc l'articulation. Et c'est exactement ce qui se passe dans cet objet ici, qui est les dernières images que je vous montre, où effectivement on est dans un objet totalement énigmatique, on ne lit même pas l'échelle de ce qu'il y a derrière, le programme, je ne vous en parle pas, ça pourrait être tout, ça pourrait être des bureaux, ça pourrait être une usine, peu importe, tous les éléments sont réfléchissants. Il y a des fenêtres, une séquence sur 2 sont des fenêtres, une séquence sur 2 sont simplement des miroirs réfléchissants. Et il y a cette idée que l'objet se réfléchit lui-même à l'infini, en quelque sorte, donc totalement dématérialisé. Et ce qui est intéressant de ce projet de la Poste de Vacchini, de Locarno, c'est que il me rappelle les dessins de la Renaissance, par exemple de Piero della Francesca, lorsqu'il essaye de représenter la volumétrie des choses dans leur tridimensionnalité, mais leur tridimensionnalité abstraite, c'est-à-dire vide, pas pleine. Ce qui compte, c'est le pourtour des choses, c'est la configuration des filaires des éléments en 3 dimensions qui compte. Ça, ce sont les étapes d'évolution du projet de la Poste. Donc il est quand même parti d'une composition qu'on pourrait dire un peu post-mo, pour arriver à quelque chose de très répétitif. Et alors que ce qui est intéressant, c'est que c'est la palestre de Lausanne, c'est le gymnase qui l'amène à transformer son projet progressivement, parce que ce sont 2 projets qui mènent en même temps à transformer progressivement le projet de la Poste de Locarno, pour arriver finalement à cet objet-là, que vous avez dessiné ici, c'est pas lui qui a fait le dessin, où vous aviez des colonnes périphériques avec un portique, parce que le programme comportait un portique, qui passe devant un portique. Et d'ailleurs, sa question était comment inscrire une rampe dans un corps aussi pur. Or, il se trouve qu'à un certain moment, alors que le chantier est en route, Vacchini fait arrêter le chantier et ordonne de scier les colonnes du rez-de-chaussée du bâtiment.
ou plutôt de scier les attentes qui sortent hein, du soubassement. Aujourd'hui, si un architecte vous demande en cours de route de scier des colonnes parce que la composition ne lui convient pas, c'était pas pour des questions ni fonctionnelles, ni techniques. Toujours est-il qu'il y a une délégation d'architectes tessinois qui se rend au pied du bâtiment et je ne sais pas comment Vacchini, mais c'est pour vous dire à quel point c'était un homme quand même extrêmement charismatique. Il réussit à convaincre à la fois le maître d'ouvrage, la Poste, quand même un maître d'ouvrage relativement, comment dire, costaud, hein, qui gère des projets de certaines dimensions, et ses collègues architectes, qu'effectivement, il faut scier ces colonnes et changer complètement, enfin, repenser le projet à partir du rez-de-chaussée. Et ce qui est intéressant, donc ça c'est les nouvelles colonnes, ces nouvelles cariatides qu'il fait construire, qui sortent complètement du langage de l'ensemble du bâtiment, qui sont complètement un contresens, en quelque sorte, de son langage abstrait, hein, revêtement d'éléments vitrés et de pierres polies, du granit. Vous savez, le granit, c'est la pierre la plus diffuse dans la région. Alors que ce portique ici, lui, entièrement en béton brut, quand vous traversez ce portique, vous avez l'impression que le bâtiment vous tombe sur la tête, d'accord? Donc, pour arriver à cette idée, voilà, de bâtiment finalement abstrait, au fait, pourquoi a-t-il scié ces colonnes? Pourquoi a-t-il déplacé ces supports? Pourquoi a-t-il mis ces trois cariatides qui soutiennent le bâtiment qui est au-dessus? Eh bien, parce que il y a un moment dans son architecture, et je pense que ce projet de l'école de Nancy est un bon exemple, où Vacchini cherche une compacité maximale de l'architecture. C'est-à-dire, il trouvait que ce projet-ci, pourtant était validé, les plans avaient été validés, était parti chez l'ingénieur, il trouvait que ces colonnes fines, et là je reviens aux colonnes fines de l'école tessinoise, hein, aux allumettes de l'école tessinoise, qui caractérisent une partie de l'école tessinoise, massivité d'un côté et éléments fins de support en béton de l'autre, hein, que ces colonnes fines qui passent devant le vide du porche, du portique, eh bien, étaient totalement en contradiction avec cette compacité qu'il voulait donner au bâtiment. Cette compacité qui, aujourd'hui, quand vous le voyez, ce bâtiment, hein, mais même dans ce dessin ici, vous voyez ce bâtiment, en fait, on ne sait pas si finalement c'est un bâtiment creusé ou si c'est des colonnes qui s'avancent. On est de nouveau à cette sorte d'ambiguïté entre l'ajout de matière et la soustraction de matière. Et dans la version initiale qu'il a fait scier, eh bien, il n'y avait aucune ambiguïté. On avait bien un bloc au devant duquel glissaient des colonnes. Alors que dans la version finale, vous avez un bloc dans lequel vous ne pouvez pas dire si vous êtes dans un objet, face à un objet creusé, face à un objet dont ces crénelures sont des ajouts de matière, sont des pilastres, des colonnes qui s'avancent. Hein. Dans la nomenclature classique, on parle de colonnes expédites à qui s'avancent au devant d'une façade. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Ce que je voulais dire en conclusion de ce que je vous ai montré ici, c'est que contrairement à beaucoup de théoriciens et historiens qui se sont intéressés à l'architecture de Vacchini, je pense que Vacchini non seulement visait à décaractériser ces bâtiments, mais aussi, en fait, en quelque sorte, il essayait d'aller contre l'image qu'ils pouvaient eux-mêmes provoquer ou créer. En quelque sorte, l'image, et ça c'est Roland Barthes qui le disait, elle se découpe précise, complète, elle n'admet pas en quelque sorte l'observateur. L'image, elle est là, devant vous. Elle se donne une fois pour toutes. Et ces projets complexes, au fait, vont à l'encontre de cette émergence de l'image, d'une gestalt, on pourrait dire. Ils travaillent à rebours de l'image. Et justement parce qu'ils travaillent sur cette surimpression, stratification d'intention,
revirement même du projet en cours de route. On peut même dire qu'on est dans un système catastrophique, dans le sens où l'entend René Thom, c'est-à-dire un système catastrophique, c'est un système qui change de nature à un certain moment de son développement, donc qui change de caractère à un certain moment de son développement. Les bâtiments de Vakin, ils changent de caractère à un certain moment de leur développement et restent en suspens entre deux caractères. Et c'est ce suspens, finalement, qui intéresse Vakin, tout comme la question du hasard. Hein, il disait que le hasard doit jouer avec la théorie, doit jouer avec la règle, hein, parce que le hasard, c'est ce qui permet d'ouvrir un possible que la règle, que la théorie ne permette pas. Hein. Le hasard doit être mis en confrontation avec sa propre théorie, le mettre à son service, renforcer la rigueur logique. Alors, la logique ne peut être que renforcée par une sorte de anti-logique, si vous voulez. Et finalement, pourquoi Vakin il fait tout ça? Je pense que finalement, il y a une sorte d'éthos, d'éthique très particulière chez Vakin. Vakin était contre l'idée de la consommation, finalement, de l'objet esthétique rapidement. Et que tous ces subterfuges qu'il met en place sont là pour que son architecture résiste au temps, c'est-à-dire résiste au temps de sa consommation. Et d'ailleurs, c'est la preuve, puisque nous sommes ici dans cette salle, 30 ans après sa construction. Et c'est cette résistance à la consommation rapide, en claquement, en clignant les yeux, en quelque sorte, cette consommation rapide, quelque part, qui est le lot aujourd'hui de l'architecture de nos jours, hein, c'est contre cette consommation rapide que se battait et que s'est battu Livio Vakin. Et je pense que s'il y a une leçon à retenir de cette architecture, c'est justement cette consommation lente de l'objet architectural. Et donc cette interaction, cet échange d'informations hein, entre le récepteur d'un côté, celui qui traverse l'espace, et l'œuvre architecturale qu'il a en face de lui. Je vous remercie, j'étais très très long, désolé.